Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, en ce mois de février, j'ai choisi la machine, donc on va repasser en offensif, un mois dernier on avait fait du Sherlock. Ça va être de l'offensif sur du défensif, on va voir pourquoi, mais déjà, vu le nom de la machine, investigation, on se doute qu'il va y avoir un lien. Et si j'ai choisi cette vidéo, c'est pas forcément pour faire un lien avec la précédente sur du Sherlock, mais c'est plutôt parce que je suis tombé sur une vieille conférence, enfin vieille alternative, une ancienne conférence de la DEF CON, puisque c'était la DEF CON 9, par Raven Alder, qui parle donc de ce qu'elle avait fait à l'époque avec Perl pour traquer les attaques de DN Service. Et donc c'est Raven Alder, qui illustre cette vidéo sur la machine investigation. Il y aura un zeste d'action. Je commence comme d'hab par une petite minute frime. Alors la minute frime ce mois-ci, ça va être concernant un laboratoire pro Hack-the-Box que j'ai fini, je ne sais plus trop quand d'ailleurs, peut-être octobre-novembre de l'année dernière, mais j'en avais pas encore parlé sur cette chaîne Hacksize. Donc j'avais fini le laboratoire offshore, et c'était pour dire que c'est vrai que c'est un laboratoire qui peut faire peur, puisqu'il est marqué comme une difficulté avancée, et surtout il y a 38 flags à trouver. Donc ça fait beaucoup par rapport au laboratoire pro habituel. Et finalement il n'est pas franchement plus long que les autres, hein. Je dis pas que c'est facile, c'est clairement pas facile, mais en fait on va dire chaque étape a un flag, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, alors qu'il y a d'autres laboratoires où il faut faire 2-3 étapes avant d'avoir un flag. Ça explique pourquoi il y a particulièrement beaucoup de flags dans ce laboratoire, mais sinon il est très chouette, je vous le recommande. Donc voilà pour la minute frime. Et avant de démarrer la vidéo, enfin le pawn de cette machine Hack-the-Box investigation, je fais ma petite minute où je râle. Et là c'est plutôt concernant les write-up Hack-the-Box. Donc en fait j'ai eu un étudiant qui m'a demandé l'année dernière est-ce qu'on a le droit ou pas de publier des write-up sur Hack-the-Box. Je lui dis bah oui, on a le droit si c'est des machines retired. Donc c'est écrit en noir sur blanc, hein, sur les règles. Donc on a le droit sur tout ce qui est retired, sur les starting points, machines, sur les battleground practice battle, tiens je savais même pas ça, et sur tout ce qui est tier 0 academy module. Et donc du coup j'en parle aussi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, dès le début d'Hack-the-Box, on a eu les soucis des write-up, des gens qui donnaient de solutions, donc qui spoilaient le hack, mais c'était plus sur les machines faciles ou moyennes. Et aujourd'hui on se retrouve même parfois avec des machines insane où il y a des write-up qui sont publiés, et donc c'est un peu dommage pour l'apprentissage, je pense, hein. Ça ralentit, je pense, la courbe d'apprentissage des hackeuses et des hackers qui vont vers la facilité en prenant les write-up plutôt que de chercher par eux-mêmes. Voilà, et donc après je comprends que le Hack-the-Box peut pas y faire grand chose, hein. Donc évidemment quand ils peuvent bannir, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, ils bannissent les gens de la plateforme, hein, Hack-the-Box, celles et ceux qui publient des write-up, mais ils peuvent pas faire grand chose de plus. Voilà, allez on va démarrer donc sur cette machine investigation où on va voir que pour ne pas se faire hacker quand on analyse des logiciels malfaisants, il vaut mieux connaître et prendre quelques réflexes de base. Alors comme d'habitude, j'ai déjà fait le scan Nmap de cette machine investigation, donc on va le mettre ici, et le scan Nmap il ressemble à ça, donc du très classique, port 22 SSH, port 80 HTTP, sachant qu'aujourd'hui sur les clients matures on n'a même plus le port 22 SSH, hein. Aujourd'hui même en interne ils ferment les ports d'administration, et donc même si on arrive à choper un mot de passe d'admin, encore faut-il réussir à accéder au prompt pour le rentrer. C'est la petite parenthèse. Donc sur ce scan Nmap, on voit tout de suite qu'il y a un nom de domaine. Donc ce nom de domaine, je crois que j'ai déjà mis, c'est ça, dans le fichier host, il est là.
Et donc on va pouvoir dès à présent taper le service web. On va prendre un navigateur, on va aller sur ce domaine que je vais avoir du mal à taper. Hop, parce que c'est pas l'écriture classique de eForensics. Il n'aime pas que je fasse comme ça, on va y aller en HTTP. Voilà, donc on tombe sur ce site web qu'on va attaquer, donc un service d'analyse de logiciels malfaisants, a priori. Ouais, c'est ça. Donc sur ce site, la chose qui va être intéressante, c'est ce service où on a une fonction d'upload. Comme souvent sur un site web, quand on a une fonction d'upload, on a envie de jouer avec, de voir si il n'est pas possible d'uploader un fichier qui sera considéré comme du code, et donc d'exécuter du code sur la cible. Donc ici, si on prend un fichier image, ce qui demande un image file, ce qui est d'ailleurs assez surprenant parce que quand on y réfléchit, on aurait pu penser que c'est image dans le sens image d'un disque dur ou je ne sais quoi dans le forensique, mais là c'est image JPG, ils disent ici qu'ils traitent que des JPG. On se demande bien ce qu'ils peuvent analyser d'un point de vue forensique sur une image JPG. Et on va voir ça de suite. Alors, machine dedans, tac, investigation. Non, j'ai pas pris de fichier JPG, donc je crée vite fait un fichier JPG, donc il y a plein de méthodes, hein. Soit vous récupérez un fichier sur internet, soit vous créez un fichier. Moi je fais une capture d'écran, comme ça je m'emmerde pas. Et ici, comment on fait un refresh sur ce truc, bim, bim, voilà. Voilà, donc je mets mon test.jpg sur la fonction d'upload, je l'envoie, et je vois qu'il me génère un rapport d'analyse français, et on voit que c'est un rapport en fait simplement de ExifTool, hein, donc outil dont j'ai déjà parlé sur la chaîne Acksize pour voir les métadonnées d'une image. Voilà, donc simplement c'est ça. Et du coup, donc ExifTool Exif pardon, c'est Exchangeable Image File Format. On peut faire pas mal de choses sur ces métadonnées, notamment sur de l'ajout de balises pour pour faire exécuter du code, mais ce sera pas nécessaire ici. Ici, ce qui est nécessaire, enfin en tout cas d'un point de vue pentester, quand on voit un numéro de version, le premier réflexe c'est d'aller voir s'il n'y aurait pas des vulnérabilités sur la version en question. Donc je vais aller jeter un œil. Donc moi généralement je regarde directement sur le site du NIST, ça me permet d'avoir une source fiable que je peux mettre dans mon rapport de pentest, puisqu'en général c'est une source considérée fiable par tout le monde. Et on va voir que sur ce cas-là, c'est un peu décevant. Donc je prends la recherche avancée pour pouvoir faire des filtres un peu plus poussés. Je mets le produit, alors c'est un peu lent, il faut taper lentement. ExifTool, voilà. Je mets ça. Donc là il demande la version. Nous la version c'est 12.37, donc je mets 12.3. Là il me dit pardon, pas de version. Je dis bah merde. Donc j'enlève le 12 et je regarde jusqu'où il va, et effectivement il va que jusqu'à la 12.29, ce qui est assez surprenant, généralement quand même c'est plutôt à jour. Donc là la solution que j'ai trouvée c'est simplement de laisser la version laisser la version 12 et faire une recherche sur toutes les versions de 12 de ExifTool. Et là on tombe sur 3 CVE, donc il n'y en a pas des masses, et on voit rapidement que la première qui est CVE High, elle est valable jusqu'à la 12.38, donc on se doute, hein, c'est une machine à Xbox, que s'ils ont mis la 12.37, c'est probablement pas pour rien. Donc on regarde ce que c'est cette CVE de 2022, et on voit que c'est une OS Command Injection, donc ça sent très bon, puisque ça permettrait d'exécuter du code sur la cible. Et en plus, on a directement dans les liens un POC. Donc allons voir le POC.
un exploit. Et là on voit que le POC a été retiré, c'est ballot. Ça arrive malheureusement fréquemment sur la vie d'internet. Heureusement nous avons le fabuleux site archive.org qui ne veut pas marcher, décidément on n'est pas aidé. Donc site qui archive plein de URL sur internet, espérons que quelqu'un a pensé à archiver ce POC. Oui, nous avons des personnes qui ont pensé à archiver le POC. Donc je vais par exemple en 2023, début d'année 2023, février. Est-ce qu'il est encore sur internet en février? Suspense, ça charge. Oui, c'est bon. Donc ce POC, qu'est-ce qu'il fait? Il dit simplement que ExifTool, donc c'est codé en Perl. Alors qu'est-ce que c'est Perl? Donc c'est, comme je l'avais dit en introduction, c'est un peu pourquoi j'ai pris cette machine, parce que je suis tombé sur la vidéo de Raven qui avait utilisé Perl à l'époque pour scanner des choses sur internet en termes de déni de service. Et donc Perl, pour la petite anecdote d'ailleurs, c'est un des premiers bouquins informatiques que j'ai acheté quand j'étais jeune pour apprendre à coder. Et donc c'est un langage de programmation créé par Larry Wall en 87, c'est pas tout jeune, pour traiter facilement de l'information de type textuel. Ça joue beaucoup avec les regex, ici on n'en aura pas besoin. Et donc on voit que simplement ici la vulnérabilité d'ExifTool, c'est qu'il est possible de, classiquement d'ailleurs, injecter quelque chose avec le pipe. Donc on voit ici, il injecte, donc il montre que il n'y a rien qui s'appelle pawn, il crée un fichier qui s'appelle comme ça, et il analyse le fichier avec ExifTool. On voit qu'après ce fichier a été créé. Donc en gros, cette commande injectée a fonctionné. Donc nous, la seule différence, c'est que c'est via internet, donc en fait la requête, ça va pas être en local sur le système, mais à travers cet upload. Donc on va sortir Burp, que j'ai déjà ouvert parce qu'il est un peu bon à se lancer. Donc j'ouvre un navigateur, je vais sur la même URL où on était, à savoir la URL d'upload qui est là, et bim. Invalide file type, oui, mais j'ai pas encore envoyé mon image, on se calme là. Services, ok, c'était pas la même URL. Donc là, je vais envoyer le même que tout à l'heure, la même image que tout à l'heure, mais ce coup-ci, je vais mettre l'intercept is on pour intercepter la requête. Voilà, donc là, on voit que la requête d'envoi de fichier d'upload ressemble à ça, et le nom de fichier, donc il est ici, et comme on l'a vu dans le POC, je vais le remplacer. Et je vais le remplacer par quoi? Dans un premier temps, on va voir si pour voir si l'injection de commande fonctionne, je vais faire un ping vers ma propre machine. Alors ma machine qui a quel IP dans le VPN? 10.10.14.3. Bim. Et je mets le pipe ici. Évidemment, si je fais ça, il faut que j'écoute en face si j'ai un ping qui arrive sur ma machine. Donc je vais écouter l'interface tune 0 de connexion avec la cible. Il me faut le mot de passe que je vais chercher ici. Bim. Voilà. Je le mets en bas à droite, mais en vrai on s'en fout un peu. Je shoot, donc j'envoie ma requête modifiée. J'enlève l'intercept, on n'en a plus besoin. Et on voit ici que parfait, l'injection de commande fonctionne nickel chrome. Je peux me pinguer et donc injecter des commandes. Parfait. Donc prochaine étape, injecter une commande plus intéressante qu'un ping, c'est-à-dire un reverse shell. Donc ce que je vais faire, comme il y a beaucoup, on fait ça assez fréquemment, j'en ai déjà parlé, il y a beaucoup de problématiques quand on envoie plein de caractères bizarres pour que ce soit interprété comme il faut à travers une requête web. On pourrait essayer d'avoir le moins de caractères bizarres. Je vais encoder la commande que je vais exécuter en base 64. Donc pour cela,
Je sais pas pourquoi je réduis la fenêtre, finalement on a besoin d'aucune fenêtre. Je vais faire ce reverse shell dont on a déjà fait plein de fois et l'encoder en base 64 simplement. Et comme ça fait des chiffres égales, des symboles égales pardon à la fin, et égal ça peut poser des problèmes puisque un égal dans une requête post ça a une signification. Ben, je vais changer le pad, donc je vais le mettre en français. En tout cas je vais rajouter des espaces à la fin de la commande pour changer le padding de fin. On voit que si j'ajoute un espace, il y a toujours un égal. Je me rajoute comme ça par essai correction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'égal. Voilà, on a une commande sans égal, une commande base 64. Donc quand je vais l'exécuter, en gros, ça va exécuter le reverse shell sur la cible, en tout cas on espère, qui va se connecter à ma machine attaquante sur port 443. Donc je mets en écoute sur port 443 ANC et je prends ce superbe code base 64, je relance, en vrai je pense qu'on peut faire un repeater, ça ne changera pas grand chose. CTRL R, CTRL SHIFT R, et ici au lieu de mettre un ping, je vais faire un echo de ce code base 64, je l'envoie dans un base 64-des codes, et ce code décodé, donc ce base 64 décodé qui contient donc la vraie commande en bash, je l'envoie sur du bash. Et je laisse le dernier pipe puisque on est sur de l'injection de commande à travers ExifTool. Donc en théorie, si je lance cette requête, la cible va exécuter un reverse shell vers ma machine attaquante et ça devrait arriver ici. Testons. Nickel chrome. On a un reverse shell sur la cible. Ah oui, donc ça crée un fichier qui s'appelle comme ça. Si je vais à la racine, on voit qu'il y a un répertoire /home, je vais dans /home, il y a un user smorton, je vais dans user smorton, j'ai pas encore les droits d'accès, puisque je suis www.data, donc j'ai pas encore le flag user.text, le premier flag de cette machine Xbox. Pour avoir un shell plus stabilisé, certains disent, ou simplement un shell upgradé, je vais faire la classique script dev nul, qui me permettra de pouvoir faire un rappel de mes précédentes commandes et jouer avec les tabulations. Je fais un CTRL Z pour mettre en arrière-plan, un SSTTY hero echo FG pour foreground pour remettre ça en premier plan. Voilà, et donc maintenant je peux faire rappeler mes commandes avec les touches O et je peux faire une tabulation. Ok, rien de bien nouveau sous le soleil. Maintenant que j'ai mon shell upgradé, on va donc chercher comment élever ses droits, enfin surtout faire des mouvements latéraux pour compromettre l'utilisateur smorton, qui est probablement l'utilisateur à compromettre sur cette machine puisque c'est le seul qui a un répertoire dans sa show. Du coup, bon là on peut exécuter le classique linpiz. Bon là pour gagner du temps, je vais directement suivre la bonne piste. La bonne piste, c'est de regarder quels sont les fichiers qui sont accessibles par cet utilisateur. Et il n'y en a pas beaucoup, donc ça va être très vite parlant. Et il y en a un qui est dans USR Local Investigation. Donc je vais voir si on a accès à ce répertoire et qu'est-ce qu'il y a dans ce répertoire si on y a accès. On y a bien accès et on voit qu'il y a un dossier, un fichier. Ah non, c'est deux fichiers. C'est deux fichiers autant pour moi. Donc un fichier vide et un fichier .msg. Donc maintenant qu'on a vu ça, la suite de l'opération, ça va être de voir le contenu de ce fichier, j'ai envie de dire. Alors pour la petite anecdote, ça va pas être utile je pense à la compromission de cette machine, mais si on regarde les comptables, on voit qu'il y a une comptable qui tourne toutes les 5 minutes, qui écrit des choses dans ce fichier log, et qui efface, qui clean le répertoire upload. Et en fait,
on pourrait se dire, si on regarde les droits, qu'on a le droit d'écrire dedans, dans ce fichier. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il est à 0 alors qu'il devrait avoir du contenu. Et en fait, il n'y en a pas. Enfin, ça marche pas. Pourquoi? Parce que si on regarde les attributs de ce fichier, on voit qu'il y a le immutable dessus comme attribut. Ce qui fait que on peut pas le modifier, enfin en tout cas que la commande TLC peut l'écrire se fait jeter. Et on peut essayer, hein, si on fait date, cette commande là, alors qu'on a les droits vu qu'on est des data, se fait jeter à cause du immutable. Ça explique pourquoi on a un fichier vide et que le cleanup sur cette machine ne devait pas fonctionner. Enfin, ne fonctionne toujours pas, mais là on a moins de besoin puisqu'il n'y a pas 30 000 personnes sur la même machine pour essayer de la poner vu qu'elle est retireable. Ok, tout ça étant dit, nous ce qui nous intéresse c'est le Windows Event machin, donc je vais le transférer sur ma machine. Donc ma machine attaquante, je vais donc créer ici un NC en écoute sur le port 443 qui va rediriger vers ma machine, et sur la machine attaquée, si je ne me gourre pas, ici je fais un NC, mince on ne voit pas en entier, non, si je fais ça, voilà, non je peux pas vous le montrer en entier, mais globalement si je fais ça, voilà, donc NC vers ma machine attaquante sur le port 443 et j'envoie dedans le fichier MSG, je fais ça, bim, on voit que la connexion s'effectue. Normalement c'est quasiment instantané, donc je peux fermer manuellement avec un CTRL-C le Netcat et on vérifie avec un MD5 zoom qu'on n'a pas eu de perte de paquet et que le fichier il est intègre. Je fais un MD5 zoom sur la machine attaquante et sur le fichier que j'ai récupéré. On voit que c'est le même hash, donc l'intégrité du fichier est bonne. Ok, maintenant allons voir de plus près. Non, pas ici d'ailleurs. Ici, ce que c'est ce fichier. Donc, je fais un file Windows machin MSG. Sans surprise, c'est un fichier Microsoft Outlook Messages, format assez souvent utilisé dans les entreprises. Et donc on va utiliser le logiciel, enfin l'outil MSG Convert, qui est un outil pour convertir un point MSG dans un format Mbox, qui est plus facile, avec lequel il est plus facile de jouer sur Linux. Donc, je fais mon flemmard et je copie-colle la commande. MSG convert le fichier -mbox, la sortie au format Mbox. Voilà. Alors, une fois que j'ai ce fichier Mbox, donc là on prend n'importe quel client mail pour ouvrir ce fichier. Là sur Kali il n'y a pas trop de clients par défaut je crois. Enfin je sais pas si on peut le faire facilement avec ce qu'il y a sur Kali. En tout cas moi du coup la solution que j'ai prise c'est d'utiliser Moot, un vieux logiciel, enfin vieux, interface graphique non graphique justement pour ouvrir des fichiers Mbox, enfin des fichiers de Hotmail. Donc il lit mon fichier Mbox, on va en bas, il me dit log count machin exedit, je m'en fous, yes. On voit que dans cette mailbox il y a un seul mail, pardon. Donc je fais enter pour rentrer dedans. Et on voit le mail qui dit que salut Steve, est-ce que tu peux regarder ces logs pour voir si nos analystes Avinum to the inspection terminal concern that they are moving data on to production with following their data transfer procedure. Donc il est inquiet, il a peur que les analystes mettent des choses en prod qui pourraient être compromettantes ou en tout cas sensibles à ne pas mettre en prod. Et on voit qu'il y a un fichier joint attachment 2 qui s'appelle evtx logs. Et d'ailleurs si je fais v, c'est marqué là d'ailleurs, use v to use this part, je vois que en effet j'ai un fichier evtx log. Je vais dessus, je fais S pour sauvegarder, entrée, l'attachement est sauvegardé, je quitte cette fenêtre
Je pense même que je peux quitter, on n'aura plus besoin. Note. On quitte la boîte mail. On raconte sa life. Ok. Donc là j'ai bien EVTX log. Si je fais un unzip-l EVTX log pour voir ce qu'il y a dedans, on voit qu'il y a un EVTX dedans. Allons-y, on l'extrait. Et c'est donc assez en lien avec la précédente machine, si je dis pas de bêtises, enfin sur la précédente vidéo, pardon, où c'était du Sherlock. Il me semble qu'on avait joué avec de l'EVTX. Par contre, ce coup-ci, j'ai un peu la flemme d'ouvrir une VM Windows juste pour extraire ce fichier EVTX dans un format intelligent, enfin utile en tout cas sur du Linux. Donc, je vais utiliser un autre outil que celui d'Eric Zimmerman, et c'est un outil qui s'appelle EVTX Dump, qui fait donc globalement la même chose, enfin, en tout cas pour le besoin qu'on a, il fait la même chose. Donc je le récupère. Vous pouvez voir l'URL qui s'affiche si, si je ne loupe pas sur le copier-coller. Je la refais. Bim, 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 bim et bim. Voilà, donc je fais un wget sur GitHub avec la dernière version de cet outil qui est en version 0.8.1. Un petit chmod plus X donc sur ce VTX dump. Qui deviennent exécutables, et maintenant je peux l'exécuter. Parfait, donc en output je vais faire du JSON-L. Alors là, petit tricks, JSON-L pourquoi? Pour avoir tout dans un seul JSON, comme ça après je peux jouer avec JQ sur Linux. J'ai oublié de mettre l'input, donc le fichier en question. L'output on est bon, -T1, ça doit être le nom de thread, je m'en fous un peu. Et le fichier de sortie, on va l'appeler security.json. Ça a l'air d'être bon, en tout cas il râle pas. Et on a bien un security.json, parfait. Si je fais un file dessus, voilà, on est passé du format Windows en haut, MS Windows, au format JSON line delimited, ce qui nous permet de pouvoir jouer avec JQ. Et vous allez voir que c'est assez puissant de pouvoir jouer avec JQ, notamment avec un tricks royal de 0xdf. Donc, ce fichier JSON, je fais un jq.id pour voir un peu. On voit que c'est du format event de Microsoft, sans surprise. Une première chose à faire, regardez un peu les event IT qui existent dans ce fichier extrait du mail qu'on a récupéré sur la machine attaquée. On voit qu'il y en a pas mal, principalement du 4673 et 4703. Vous allez me dire, ouais, je suis junior, je connais pas par cœur tous les codes des ventes de sécurité de Microsoft. Ok, alors utilisons la tricks de 0xdf. Donc ce qu'il fait, c'est que il parse en interrogeant pour chaque code Ultimate Windows Security, qui est donc un peu une référence sur les codes d'événements de Windows. Et en faisant cette belle commande, on a tous les codes associés au titre. Donc on voit que le premier d'ailleurs qui sort est assez étrange, audit log was cleared, ça c'est quand même pas tous les jours normalement qu'on clear les audit logs. Il y en a un certain nombre de choses, des process licences qui peuvent être intéressants à regarder. Donc là je vais prendre la bonne piste, qui peut être aussi d'ailleurs la première chose qu'on regarde, donc finalement ça va un peu ensemble. Ça va être les connexions des connexions. On voit qu'il y a des contre successfully logged on, ou des failed logon aussi. Donc là c'est pour voir un peu quel utilisateur apparaît dans ces fichiers log. Donc allons-y, faisons une recherche sur les tentatives de connexion réussies, toujours avec JQ. Donc ce coup-ci on voit bien, je prends le 4624 et je regarde donc les noms d'utilisateurs en mettant le domaine devant pour voir un peu quels sont les domaines Windows impliqués s'il y en a. Et on voit que on a le fameux S-Morton qui on aimerait bien compromettre et d'autres utilisateurs. Ok,
c'est intéressant. Regardons maintenant avec la même commande les tentatives échouées. Donc je remplace le 46-24 par 46-25. Et là, encore plus intéressant, on a donc 2 utilisateurs, mais on a surtout un mot de passe. Donc ça, il semble que quelqu'un s'est trompé et tapé son mot de passe dans le champ login au lieu de l'avoir tapé dans le champ mot de passe. Chose qui peut arriver dans la vraie vie, c'est pas du tout irréel comme situation. Du coup, comme on a un mot de passe, on a envie de faire quoi? On a envie de voir si on peut pas l'utiliser. Et pour l'instant, comme on n'a qu'un utilisateur, en tout cas sur la machine attaquée, qui est S-Morton, on a envie d'utiliser sur l'utilisateur S-Morton, et vu que l'accès SSH est ouvert, testons l'accès SSH avec l'utilisateur S-Morton et ce mot de passe que l'on vient de découvrir. Et bingo, ça marche. On a compromis la machine en tant que S-Morton et on a accès au flaguser.txt en tant que S-Morton. Première étape résolue. Maintenant, on va essayer de lui laisser droit. Donc ici, ça va pas être compliqué de trouver la piste à creuser. Par contre, la creuser est un peu plus compliqué en fonction de si vous êtes à l'aise ou pas avec certaines choses. Donc ici, on fait sudo-l, le gros classique sur Hack-the-Box, et on voit que le root a droit d'exécuter sans taper son mot de passe user bin binary. Donc ça semble être la piste à suivre. Si j'exécute ce binary, on voit que si je suis pas root, j'ai pas le droit. Si je regarde un peu les permissions sur ce fichier, évidemment j'ai pas le droit de le modifier, sinon ça serait facile, hein. J'écris un fichier que je veux et je l'exécute et c'est gagné. Là on ne peut pas. Donc je l'exécute en tant que root. Pas besoin de taper le mot de passe puisqu'il est dans sudo-l, mais ça affiche qu'un exiting, on va pas pouvoir faire grand chose avec cette information. Donc en gros là on n'a pas le choix, il va falloir se taper une analyse reverse engineering. Donc je transfère sur ma machine attaquante, on va le mettre en haut à droite. Non, c'est pas ça que je veux faire. Hop, c'est ça que je veux faire. Bim. Bim. Je vais pas me taper ce mot de passe compliqué à la main, donc je fais un copier-coller. Et là, évidemment si je le copie-colle au mauvais endroit, ça marche moins bien. Bim. On a transféré le fichier avec SCP et je vais sortir l'artillerie lourde avec un Ghidra. Le temps que ça se lance. Will you to analyze it? No, bah oui, hein, on n'est pas là pour le faire demain. Tac, petit tips, on enlève, je mets ça en grand, pas petit en grand. Ah ouais, donc vous avez déjà l'analyse, don't save, hop, parce que je l'avais pas nettoyé. Faisons comme si elle n'avait pas existé, et on arrive, je vais fermer pour partir comme si on arrive sur l'interface normale de Wireshark. Normalement, de Wireshark, par contre, de Ghidra. Quand vous lancez, vous arrivez là-dessus normalement. Donc, ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous montre comment on fait. On fait New Project, Launcher par exemple. Là, on va l'appeler Investigation, puisque c'est la machine Investigation de Hack-the-Box. Ça existe déjà, donc on va dire Investigation 2. Bam. Ici, je fais I ou clic droit. Non, c'est là. Clic droit. C'est quoi que j'avais I? Un portefeuille, voilà. À force d'utiliser le raccourci clavier, on sait pas trop. Donc j'importe le binaire que je veux analyser, ok, bim, et là je fais clic droit, open default tool ou enter directement, et c'est là qu'il m'ouvre, pardon, qui m'ouvre la fenêtre d'analyse. Je clique sur analyze, je mets ça en grand, je vais voir la fonction main qui est la fonction par défaut en général, là où ça démarre je veux dire, et on arrive ici. Donc pour y voir un peu plus clair sur ce code, je vais utiliser pas mal de fois le L pour renommer les variables quand on sait un peu ce que fait la variable. Donc typiquement là on a du argc, argv, hein. Quand on lance un programme en C, la première variable c'est argc, le nombre de paramètres,
et la deuxième c'est arriver les paramètres en question dans un tableau. Ok, donc là on voit que si il y a moins, enfin s'il n'y a pas 3 paramètres, le programme s'en va. C'est pour ça que quand je l'ai lancé en tant que sudo, le programme partait. Je pourrais m'amuser à jouer en live en mettant des paramètres pour voir comment ça répond, mais continuons l'analyse statique du code. Ici on a un getUID qui est mis dans var1, donc on peut mettre var1 c'est le user ID. On voit qu'on le compare à 0 et si c'est pas 0 on s'en va, donc en gros si c'est pas l'utilisateur root ça sort. Ok, ensuite quand on continue on voit du strcmp, une fonction C pour comparer deux chaînes de caractères. Et on voit que ça compare avec une chaîne en dur dans le code, qui semble être plutôt un mot de passe qu'autre chose, parce qu'on voit pas trop sinon à quoi servirait cette chaîne de caractères, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'ici il y a un fopen, donc ça c'est plutôt un file handle, on va l'appeler comme ça, d'un fichier en écriture. Ensuite on a un curl easy init, donc uvar2 ça va être un curl object, donc une requête qui est faite à travers curl vers donc avec le file handle vers argv plus 8, donc vers un paramètre qu'on a quand on a lancé le programme. Et le résultat de la requête il va ici, hein. Je vais l'appeler res. If res égale 0 ça fait ça, donc s'il n'y a pas de souci, en général quand on a un souci ça renvoie pas 0, donc ça sort, mais par contre s'il n'y a pas de souci on rentre dans ceci. Ensuite on voit quoi? On voit que là il y a un malloc res vers une chaîne de caractères, donc on peut dire plus ça genre arc. Alors du coup res curl object, a priori c'est pas le premier argument puisqu'il y a plus 8, donc ce serait le deuxième argument. On va l'appeler argv_str. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Un snprintf de ce truc là. Et là on voit que c'est tout simplement un perl, donc la commande perl qui est exécutée avec en paramètre ce second argument. La sortie elle est là, et ça fait un printf de la sortie du truc. Donc cette commande elle est considérée que c'est une commande perl, donc je vais l'appeler cmd_str, la string de la commande. Et on voit que derrière, cette string, elle est exécutée, et après on efface le fichier en question, où il y a la sortie, j'imagine. Donc tout ça pour dire que globalement, ce binary en fait, bon la machine n'est pas très logique, hein, parce que de ce qu'on comprend de la machine, c'est une machine d'investigation pour une blue team, enfin plutôt de la forensique. Et là, dans cette machine, on voit qu'on a le droit d'exécuter en tant que root un code qui semble être plutôt un code de malware, où il y a un mot de passe, et du coup, quand tu as le mot de passe, tu peux exécuter du code sur la machine. Donc, je sais pas, est-ce que le scénario veut essayer de mettre en avant que c'est une machine qui s'est fait compromettre et qu'il y a une backdoor sur elle. C'est pas super clair. En tout cas, nous, notre objectif, c'est d'exécuter du code en tant que root, compromettre complètement cette machine. Et donc, comme on a trouvé comment exécuter du code en tant que root, vu qu'on a un binaire qui lance un Perl avec un script Perl qui est hébergé sur un serveur, autant on va mettre un script Perl qui exécute un reverse shell sur notre serveur, et on va l'exécuter avec ce binary. Donc j'imagine que tout comme moi vous ne savez pas pondre un reverse shell en Perl de tête. On va donc aller sur revshells.com. On va prendre
Donc du Perl, il est... je vais trop loin. Perl, donc on en a 3. Soit on les teste un par un. Moi j'avais testé celui-là qui marchait pas, je sais pas trop pourquoi, peut-être des caractères qui sont déconnants, mais celui-là il marche, le Perl Pen Test Monkey. Donc on prend celui-là, je vais le mettre sur le port 443, on est sûr que c'est ouvert vu qu'on a déjà joué avec. Et mon IP c'était 10.14.3. 10.14.3 443 et je prends ce code et on va prendre bash plutôt, j'aime bien, je préfère bash. Donc je me crée un répertoire www, je me crée un fichier Perl qu'on va appeler lisbeth-pl et je mets le code qu'on vient de récupérer. Donc c'est du code Perl qui fait un reverse shell vers mon IP sur le port 443. Super. Je mets un serveur en écoute puisque la requête curl du programme binary va aller taper vers le paramètre et comme paramètre je vais lui mettre ce serveur web. Ensuite il me faut un NC en écoute puisque quand le reverse shell va s'exécuter, et ben il va tenter de se connecter à la machine attaquante sur le port 443. Et ma foi, on n'a plus qu'à exécuter donc ce fameux user binary. Donc le premier argument c'est l'adresse du serveur web, donc on a notre machine, on lui dit d'aller récupérer le script lisbeth.pl. Et le deuxième argument, si je vais sur Wireshark, il est là. Alors la copie sur Wireshark c'est pas toujours évident. Est-ce que j'ai... Ouais c'est bon. Et donc la deuxième chaîne de caractères qui doit être ça, sinon le code s'exécute pas. Et je pense que normalement, quand on va faire ça, le binary va prendre cette URL, aller chercher le script Perl dessus, donc normalement ici ça devrait être bon, et ce script Perl va être exécuté, là où il peut être foutu dans ce fichier, et l'exécution donc va faire un reverse shell vers ici en tant que root, puisqu'on l'a lancé en tant que sudo. C'est tout bon. Ça a fonctionné comme sur des roulettes. Nous sommes maintenant administrateurs de cette machine d'investigation. Donc d'habitude on rappelle un peu les 2-3 éléments qui ont permis de compromettre cette machine, qui est pas super clair entre le défensif et l'offensif, mais bon globalement, donc il y a l'exif tool qui n'était pas à jour, toujours mettre à jour ses outils d'analyse, et j'ai envie de dire, pour l'élévation de privilèges ou au sens large, une machine d'analyse n'est jamais sur le réseau de production, sinon il y a un risque que le malware analysé arrive, logiciel malfaisant arrive à s'en sortir et à compromettre le réseau d'analyse. Voilà pour ce mois-ci, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau ranking de Lisbeth Salander.